Jardin Islamique TV. Jardin Islamique TV. Jardin Islamique TV. Spécialité finance islamique. Pour cette troisième séance, nous allons entamer la partie la plus importante, qui est les principes de la finance islamique qu'on avait déjà fleuré. En attendant, nous allons faire une petite pause de révision sur ce que c'est que la finance islamique. Alors là, nous pouvons dire que la finance islamique est un système de transactions financières qui respecte l'éthique et les normes de la charia islamique. Toi, tu viens au cours sans cahier, sans bic. Tu as une fois vu quelqu'un comme ça? Si vous avez un papier, prêtez-le. Quelqu'un qui a le bic n'a qu'à lui prêter. Qu'à prendra. Ça veut dire quoi? Hein? Oh. Oh, il garde. Vous en avez là, ça va? Ok. Depuis la dernière fois, comme j'ai dit, on connaît ce que c'est que la finance, la transaction financière. Quand on parle de la finance, c'est le moment où on manipule l'argent. Hein? On le mobilise, on le gère, on le dépense. Hein? Et on le quoi? Distribue l'argent. Ici, on parle de l'argent, monnaie. Maintenant, la finance islamique permet de faire tout ça là dans le respect de la charia. C'est quoi la charia? Tu peux me donner ce que c'est que la charia? Simplement, comme vous le connaissez, comprenez? Hein? La charia, c'est la loi islamique. C'est la loi musulmane islamique. Donc, qui respecte, la finance islamique respecte l'éthique et les normes de la quoi? De la charia. On avait dit que la charia, c'est l'ensemble des recommandations aux majeurs. L'ensemble des recommandations aux majeurs. Maintenant, on avait aussi dit que la charia là est venue pour assurer, quand il te dit ne bois pas, ne tue pas, ça c'est les recommandations, c'est les interdictions. Il ne le donne pas pour que, est-ce que il te demande de ne pas tuer parce que tu dis que lui va mourir, ça c'est pour ton intérêt. Donc là, c'est l'ensemble des lois qui permet de protéger l'intérêt et le bien-être
des êtres humains. C'est ça qu'on appelle la charia. Dans ça, nous avons les recommandations, les interdictions. Maintenant, pour la charia, elle a déjà encore ses objectifs. Là où la charia veut nous amener. Hein? La charia vient pour protéger un certain nombre de quoi? D'objectifs. Protection de la religion, la foi. On ne peut pas toucher l'homme jusqu'à ce qu'il croit. Personne n'a le droit de forcer l'autre à croire. Ou soit de lui forcer à faire ce qu'il veut. Mais il a le droit de lui montrer la voie. C'est pourquoi même le prophète, Allah le dit. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Tu ne peux pas guider celui dont toi tu veux, mais Dieu guide celui dont il veut. Donc maintenant, il n'y a pas de contrainte. Comme il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas aussi question que toi, hein, qui viens imposer ce que tu veux à l'autre sans qu'il ne soit convaincu. Parce qu'il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Mais quand tu es dedans, déjà tu as accepté l'islam, tu es appelé à respecter. En ce moment, si tu ne veux pas respecter, on t'appelle alors. Est-ce que c'est clair? Donc, on a dit protection de religion. Protection de quoi? Hein? De la vie. Il est interdit que quelqu'un touche la vie de l'autre. Mais si c'est un enfant, il n'a pas le droit de lui toucher la vie. Parce que la vie de l'homme est sacrée. On ne touche pas à la vie. Encore quoi? Protection de la raison. C'est la raison qui fait la différence entre l'être humain et les autres animaux. Cette raison-là, parce que toute chose a une conscience, mais toute chose n'a pas de raison. La plante a sa conscience. Elle peut avoir sa raison d'une manière consciente. La matière grave, la matière inerte aussi a sa conscience. Donc c'est comme ça. La raison. La raison, c'est un élément qui fait couler l'énergie. De quoi? L'énergie des décisions de autres. Il faut allumer. Nous avons parlé de la foi, de la vie, de la raison, quoi encore? Des biens. Hein? Personne n'a le droit d'aller prendre les biens des autres. Sans quoi? Sans ça, sans consentement. On attaque l'eau à moi, vous ne pouvez pas. Ne mangez pas, ne buvez pas l'argent des autres. Entre vous, avec vraiment injustice. Après les deux, il y a quoi? Hein? La dignité. Il ne faut pas toucher à la dignité de l'être humain. Parce que l'homme est créé digne par Dieu. Voilà, Dieu dit même, certes, nous avons honoré fils d'Adam. Quand on dit fils d'Adam, ce n'est pas blanc, ce n'est pas noir. C'est tout. Fils d'Adam, l'honneur. Et la progéniture. C'est parce que toi qui es aujourd'hui là, qui détruit l'environnement, qui fait tout le mal, comme si après tout il n'y aura plus des humains qui vont venir. C'est que l'économie classique fait. C'est que c'est que la modernité fait. C'est que le capitalisme fait. Tout ça là. Donc c'est l'ensemble. En ce moment, on a dit que
comment dit-on, cette économie-là, et finance-là, qui a ces objectifs de la charia là, on les prend, mais la finance et les objectifs, ces objectifs de la charia, on les prend des ressources référentielles. Donc le référentiel de la charia islamique, c'est quoi? Le Coran, la Sunna, al-Ijma, le consensus, et al-Qiyas. Le quoi? L'analogie, le raisonnement par analogie. Donc, à la fin de ce qu'on avait dit, on a parlé des 5 principes de la finance islamique. Parce que c'est les principes de toutes choses qui font sa base philosophique, idéologique et technique. C'est les principes. C'est les principes de quelque chose. Qui fait sa base technique, sa base idéologique, sa base de pensée. Avant d'aller, on va retourner, on va reprendre ces principes-là. Parce que quand on comprend ces principes, on comprend directement les pratiques. Les principes de la finance islamique sont des principes universels. Ce n'est pas lié à la religion seulement. Elle est liée à la vie même de l'être humain. Parce que l'objectif même, c'est de protéger la vie. À la vie même, la vie idéologique, la vie des pensées, la vie de croyance, la vie de, comment c'est dit, la vie sociale, la vie économique. Parce que les principes, les objectifs qu'on a cités là, c'est les objectifs qui protègent toutes les dimensions de la vie socio-économique de l'être humain. Parce que c'est pourquoi ces principes, ces objectifs-là sont appelés les daruriyat, c'est-à-dire les nécessités. Est-ce que l'on peut vivre sans une pensée, sans une croyance? Par exemple, il peut vivre sans une vie, sans une âme. Ça, donc c'est des choses, c'est des principes, des choses qui sont nécessaires. Le pourquoi on dit que les maqasid de charia sont des daruriyat, les principes et les objectifs nécessaires. Maintenant, quand on vient au principe, il faut savoir que tout système, qu'il soit économique, qu'il soit scientifique, qu'il soit technique, est basé par des principes. S'il n'y a pas ce principe, il n'y a pas de système. Alors, le système de la finance islamique est un système qui parle de quoi? Des principes de la charia. Ces principes-là, que nous avons, sont des principes. Il y a des types de principes. Il y a ce que nous appelons les principes d'injection. On a commencé.
C'est-à-dire ce qui est interdit. Les principes qui interdisent le système. Et les principes qui recommandent un système. Injonction et interdiction. Hein? Ok. Comme on fait déjà l'appel, mais le principe, ici, on a commencé par le principe de partage des tâches. Adjustement, mais les principes d'interdiction. Il y a dans les principes d'injonction, c'est-à-dire ce qu'on nous recommande, il y a le principe de 3P. Partage des pertes et des profits. 1. Retenez principe d'adossement par un actif tangible. 2. Et 3. Maintenant, ils ont resté un principe qu'on va ajouter, le principe de prise en charge des problèmes sociaux. Si on ajoute ce principe-là, on a 3 principes d'injonction. Donc maintenant, il y a aussi 3 principes d'interdiction. Je reprends pour l'injonction. Quel principe et quel principe? Répétez-moi, reprenez-moi. 3 principes de 3 pieds, pieds épais. L'endossement à une activité, c'est-à-dire on ne peut pas donner l'argent si l'argent, on n'a pas une activité qui va absorber cet argent. Il doit avoir l'activité d'abord avant de connaître l'argent, de prendre l'argent. On ne peut pas donner un financement parce que on ne peut pas manipuler un chiffre monétaire sans qu'une activité économique l'accompagne. Si on le fait, l'argent perd de valeur. L'argent perd de valeur. Les comptables, ils sont parmi nous. Et ils comptent seulement l'argent. N'est-ce pas? Mais, adossement à une activité tangible. C'est-à-dire, l'activité financière doit être adossée, doit être reliée à une activité concrète. Quand on dit actif tangible, ça veut dire une activité concrète. Et il y a le principe de prise en charge des problèmes sociaux. Vous êtes ensemble, mais vous travaillez, mais quelqu'un a eu un problème, il a un endettement qui n'est pas pensé. L'endettement n'est pas dans son programme, il n'a pas négligé. Mais il y a eu un accident de travail qui l'a amené à s'endetter. Donc, la banque islamique ne veut pas dire que nous, comme les banques font aujourd'hui, nous on s'affiche de pas d'être, apporte pour notre capital et notre intérêt. Cela n'est pas islamique. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est les... Et maintenant, il y a interdiction d'intérêt, c'est-à-dire riba, et interdiction de gharar. Al-gharar, c'est spéculation, faire quelque chose qui n'est pas clair, tricher. Donc, tout ça, on fait partie des gharar. Et 6e, c'est interdiction d'investir dans le haram.
illicite. Donc quand on va prier, on va voir la suite. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aller faire la prière. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc on met l'action sur ces principes. Et à partir de ces principes-là qu'on va être même en plein pied dans la finance islamique, de respecter les normes. On va revenir en commençant par le principe de l'interdiction du riba. Maintenant, on va aussi dans les cas pratiques qui vont nous permettre de créer notre empire, c'est-à-dire notre marché par rapport à notre milieu. Est-ce que c'est clair? Au premier abord, nous savons que nous qui sommes ici, personne parmi nous ne souhaite prendre le crédit à l'intérieur. Hein? Et c'est là, parmi nous musulmans qui le prennent, soit ils le font par ignorance, soit ils le font par nécessité, et soit ils le font par négligence. Et c'est peu. Même les musulmans, les non pratiquants, ils connaissent la perversité et le problème que posent les intérêts bancaires. Mais ils n'ont pas de dessus. Ils n'ont pas dessus. Ils n'ont pas d'autre option. Ils veulent construire. Il va avoir un moyen de déploiement. Il veut vraiment investir dans quelque chose. En ce moment, il est obligé il est obligé, il va revenir, s'il ne veut pas le prendre. Donc il est obligé. Maintenant même, les non-musulmans qui sont dans les banques sont obligés. Ils ne font pas ça par plaisir et amour de la chose. Parce qu'ils n'ont plus d'autres options, comme vous l'avez dit. Alors qu'on ne peut pas aussi évoluer dans l'affaire si on n'a pas la base financière qui accompagne. Est-ce que c'est clair? Et pourquoi tu vas voir que cette situation amène l'acteur économique, l'opérateur économique que nous sommes, les opérateurs économiques que nous sommes, à faire un choix. Soit piétiner sur ce que notre foi et notre condition religieuse nous recommandent, soit vivre dans la précarité économique. Donc, cette situation fait que
Même ceux qui ont le choix de prendre malgré l'interdiction ne sont pas à l'aise. Ce qui cause des problèmes psychologiques et aussi les empêche d'être tranquilles. Ça les arrache la tranquillité du cœur. C'est déjà une punition qui ne dit pas son nom. Mais ceux qui adoptent de faire quoi? De rester comme ça, ils sont victimes des fois de ce que nous appelons les accusations familiales. Parce qu'ils n'arrivent même pas à subvenir à des besoins fondamentaux. Et ils ne sont pas vraiment considérés comme les vrais responsables. Cette analyse que j'ai faite là, est-ce qu'elle est fondée, selon vous? Hein? Elle est très fondée. Elle est fondée? Ok. Si quelqu'un a d'autres analyses, d'autres points d'analyse, il peut nous ajouter. Il peut ajouter. Avec les prêts par rapport à les gens n'arrivent même pas à vivre dans leur pays, parce qu'ils sont endettés. Ils sont obligés de fuir leur famille, leur milieu. Ok. Cette formation que nous sommes en train de faire, c'est les formations décisives. C'est-à-dire, nous décidons à partir de cette formation à changer cette situation. Si nous sommes vraiment décidés, nous devons être engagés à agir selon notre décision. Le pourquoi? Dans notre formation là, nous allons aboutir à créer le marché qui va mobiliser les fonds et qui va aussi nous permettre de solutionner ce problème. Est-ce que nous sommes prêts? Hein? On n'a pas le choix. Ou bien on a le choix. On n'a pas de choix. Donc, si nous sommes déjà prêts à vraiment changer cette situation, qu'est-ce qui restait? C'est la base minimum de connaissances de l'alternative à la finance classique. Parce que si nous n'avons pas d'alternative, nous ne pouvons pas prétendre lutter pour ce bien-être dont nous aspirons. Mais
Si nous n'avons pas d'alternative, on va prêcher dans l'air, comme ce qu'on a fait depuis des années. Quand Alpha va te parler des dangers de riba, hein? On pleure. On pleure. Mais on va où? On retombe encore. Dedans. Donc aujourd'hui, à partir de nous, dans peu de temps, les gens n'auront plus al-hujja, de preuve devant Dieu pour dire qu'on n'avait pas trouvé d'issue. Donc, et les gens ne vont plus dire que nous n'avons pas connu par où commencer et nous n'avons pas. C'est pourquoi aujourd'hui, avec cette connaissance, chacun parmi nous est responsable de changer cette situation. Au moins sauver une personne de joug de riba. Donc, je dis ici que l'interdiction de riba, c'est quoi riba? Quand on dit intérêt là, quand on dit intérêt, est-ce que ce n'est pas un bon nom? C'est un mot très bon parce que tout le monde veut l'intérêt. Mais c'est un nom qui a été choisi pour remplacer le mot qui est usure en français. Ils ont changé le mot, ils ont resté la chose telle qu'elle est. L'usure, c'est riba. Maintenant, ils ont fait que l'usure là, pourquoi ils ont changé l'usure à intérêt? Ils ont dit que l'intérêt est bon et l'usure est mauvais. Maintenant, ils ont transformé l'usure en intérêt pour pouvoir pratiquer un pratiquant l'usure. C'est comme dans les années où on veut mettre une sorte de banque centrale de l'Arabie Saoudite. La loi de l'Arabie Saoudite a interdit l'intérêt. Mais les techniciens là, diable qu'ils sont, ils ont changé le riba en quoi? En commission. Et ils appellent ça al-Umula. Maintenant, ils disent, on va donner la commission sur les crédits. Et les gens ont accepté la commission, toutefois, en avalant l'intérêt. C'est comme ça le jeu de mots. Ce jeu-là est vraiment un moyen pour engouffrer les gens dans les péchés. Donc, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi riba? C'est quoi l'usure? Je prends d'abord le mot usure. Quand on dit usurier, l'usure est interdite même dans la loi séculaire. Au Togo, l'usure est interdite. Quand on dit celui-ci est usurier, tout le monde le regarde, le mauvais. Mais les banques sont les grands usuriers. Hein? Pourquoi?
Parce que l'usurier te donne, il te donne, quand tu prends un crédit, il te donne un capital. Et le capital qu'il te donne là, il pose l'intérêt sur le capital. Sur un pourcentage donné sur le capital. Il te dit, prends 1 million de crédit, mais tu vas me donner, tu vas me ramener mon capital avec un pourcentage sur le capital là, qui est usurier. Mais il le fait, ce pourcentage, il le fait par son choix. Des fois il dit 30%, il dit 20%. Mais qu'est-ce que les États et les banquiers ont fait? Ils ont arrêté un taux de pourcentage que tu devrais ajouter. Et ils ont dit que ce taux-là, quand tu le fais, c'est intérêt. Mais de passer ce taux-là, c'est usure. Hein? Vous avez compris? Donc, on peut avoir un taux ici, au Togo. On considère que c'est intérêt et que c'est licite dans la loi. Mais aller au Bénin, ce n'est pas licite parce que le pourcentage là est au-delà du seuil de quoi? De l'intérêt. Ça, ce n'est pas un jeu. Ça, c'est un jeu. Donc, capital plus pourcentage sur le capital. Ça devient intérêt quand tu ne dépenses pas. L'intérêt là ne dépasse pas un pourcentage fixé par le législateur dans le pays où tu es. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est d'abord la différence entre l'intérêt et l'usure. Est-ce que vous voyez les différences? Ah bah, qui a vu la différence? La différence c'est qu'ils ont choisi un pourcentage, ils ont légalisé, et le reste là, ils ont laissé ça, que c'est un péché. L'usure est punie par la loi, et l'intérêt est accepté par la loi, alors que les deux, c'est un pourcentage ajouté sur les capitales dans le crédit. Ça fait que chaque personne qui a besoin de l'argent doit prendre l'argent dont lui-même il n'a pas encore les capacités de payer avec l'intérêt. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les individus, les personnes morales, les États sont endettés. Parce que le Coran de gauche est vraiment des merveilles. L'intérêt, l'usure là, est à la base de tout le monde du monde. Le monde qui souffre là, notre souffrance là, laissez fort à part, laissez fort tranquille. On explique les gouverneurs, laissez-le. Et ils sont aussi liés. Ils ont besoin de l'argent. Ils prennent ce qu'ils vont prendre pour leur développer le pays. Ça retourne en termes d'intérêt à l'Occident qui nous impose la finance. Je donne l'exemple. Dans les années 2006, il y a eu
le sommet de Chewis. Et le Nigeria était représenté par le président Olusegun Obasanjo. Il a prononcé un discours dans lequel il dit all that we have borrowed from 1960 to 2000 was $16 billion. We have already paid $25 billion. And they are still telling us that we owe $46 billion. Vous avez compris ce qu'il a dit? If you ask me what is the worst thing in the world, I will say compound interest. Elle dit, tout ce que nous avons appris en crédit, c'est qui? Banque mondiale, FMI, font quoi? Ces gens-là, c'est des vampires. Hein? Wallahi. C'est des gens qui n'ont pas de cœur. Et ici, tout ce que nous avons pris à partir de 1996 jusqu'en 2000 était 16 milliards de dollars. Le pays prend l'argent pour faire quoi? Pour aider l'économie de son pays. Subvenir aux besoins de la population. Mais le système bancaire ne te permet jamais de développer ton économie, ni de subvenir aux besoins de ta population. Parce qu'il dit, c'était 16 milliards de dollars qu'on avait pris. Jusqu'ici, nous avons déjà payé 27 milliards de dollars. 26 milliards de dollars. 16 millions au lieu de 26. Ça veut combien? Ça veut dire que les 10 milliards sont rentrés. Les 10 milliards de dollars. Ils ont payé les 16 encore plus de 10 milliards. Donc les 10 milliards, c'est l'intérêt. Mais il dit ce qui est pire, écoutez, mais il nous dit toujours que nous devons encore 46 milliards de dollars. Les 5 milliards vous avez pris. Oui. Encore 45 milliards. Donc, 16 plus 26 plus 46, ça veut combien? Ça, c'est le système capitaliste. Donc, les 10 milliards là, c'est ça, avec ça, on devrait construire les hôpitaux, faire même le social, construire les routes, subventionner les écoles. Mais ils ont pris ça. Et ils disent d'apporter ça. Ils doivent apporter. C'est tout ce que nos pays vivent. Et comment ça se passe? Tu veux voir comment ça se passe? Quand un pays va pour prendre l'argent à l'FMI, à la Banque mondiale, il faut brancher le truc là, si c'est bon, et on va voir. Ouais. Il faut qu'on ne trouve pas ce que Christine Lagarde a dit là.
Hein? Quand un pays va pour chercher de l'argent, le pays là, hein, donne le montant dont ils ont besoin. Le montant là, quand ils avaient voulu 5 millions de dollars, nous on peut aller dans les calculs des petits montants pour que ça revienne à notre niveau de compréhension. Je n'ai pas de craie ici. Il y a la craie. Masha'Allah, il y a Amir. Quand un pays ou un individu va pour chercher le crédit, on lui demande de faire le crédit. En plus, hein, le taux de crédit dénominé. Si le pays dit que nous avons besoin de 10 millions, 10 millions par an. Donc les 10 millions là, c'est le capital crédit. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on fixe l'intérêt. Disons l'intérêt c'est à 10%. Quand on a 10% de 10 millions, ça fait combien? 1 million. Donc ce qui veut dire que au terme du crédit, il faut que tu rapportes, tu amènes les 10 millions comme capital et 1 million, et pour 1 million comme intérêt. Cela ne pose pas encore de problème. Ce qui pose un grand problème maintenant, on va te demander sur quel terme tu veux payer. Est-ce que c'est sur court terme, long terme, ou bien c'est à moyen terme? Quand tu décides un terme, prenons le cas de celui qui va décider un moyen terme d'une année à 3 ans par exemple. On dit les 10 millions là, c'est le capital. Tu vas payer le quoi? L'intérêt. Si c'est 3 ans, on ne te demande pas de payer le capital dans les 3 ans. Mais il faut payer l'intérêt. Hein? Mais le capital est là. Quand tu paies l'intérêt, à la fin, tu dois solder tout. Si tu décides de payer un peu l'intérêt, tout l'intérêt, parce que l'intérêt, on le paye tout, et diminuer le capital, c'est bon pour toi. Mais gare à toi. À la fin de votre terme, si tu n'arrives pas à solder et que tu es en retard par rapport au paiement des intérêts, on te fait ce qu'on appelle les pénalités de retard. Ces pénalités de retard sont calculées en intérêt, en taux ajouté à l'intérêt. C'est-à-dire, si on te pénalise parce que tu es en retard, à terme où il faut payer, ou tu n'as pas pu payer, on augmente le capital de 10% à 10% à quoi?
à 15%. Hein? Si ça avance et que tu n'arrives pas à faire, hein, à payer, 15% devient le quoi? Le taux d'intérêt devient combien? 20%. Donc ce qui veut dire que, au lieu de considérer que ton crédit est à de 10 millions, hein, et l'intérêt est à 10% qui est à 1 million, maintenant ton intérêt devient 10 millions et l'intérêt de 20% qui devient combien? 2 millions. Cela n'a pas, ce n'est pas encore un problème. Hein? Ce n'est pas encore un problème. Si bien, quand les 10 millions là devient, l'intérêt de 1 million devient intérêt, parce que tu as les difficultés, tu n'as pas pu payer, si tu n'arrives pas à solver, l'intérêt accroît jusqu'à un niveau, c'est-à-dire si ça arrive vers 30%, maintenant ces intérêts-là deviennent capital. C'est ça qu'on appelle capitalisation des intérêts. Et toutes banques, même les microfinances là, c'est ce qu'ils font. C'est pourquoi les femmes n'arrivent pas à payer, ils fuient le pays. Quand on fait le système de capitalisation d'intérêts, on prend les intérêts là, qui sont devenus, qui est devenu à 30%, pour ajouter les intérêts là. Surtout, ils font ça quand ça devient 50%. Et ils ajoutent les 50% au capital là, emprunté. Maintenant, au lieu qu'on calcule les intérêts de 10 ans, maintenant on te crédite les intérêts que tu n'as pas pu payer et ça devient capital. Maintenant, le capital qui t'ont déjà donné, maintenant ça devient, au lieu de 10 millions, ça devient combien? 15 millions. Et tu reprends l'intérêt de base de 10%. Et maintenant, à chaque échéancier, on te considère comme tu es crédité de 15 millions à base de laquelle tu vas payer l'intérêt de combien? L'intérêt de 15%, ça va combien? Ça va 1,5 million. Donc c'est comme ça, on fait jusqu'à ce que 16 millions deviennent 25 milliards, 16 milliards du Nigeria deviennent 25 milliards de dollars, 45 milliards, 26 ou 46, 45. Donc c'est le système capitaliste. C'est ce que nous vivons avec les microfinances. C'est ce que nous vivons avec quoi? Avec ça là. Comment un pays peut se développer? Souvent, c'est vrai l'argent des pays émergents. Pour qu'ils investissent dans des projets où ça va leur générer des profits, ces institutions-là, ils les interdisent, ils les conduisent dans les projets génératifs. Oui, c'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle là. Il y a un nom économique là. Ah non, 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 c'est pas. Il y a ce qu'ils appellent. Après, ça va me donner aussi. Donc cela consiste
À faire quoi? À surveiller l'économie de l'État. Les désorienter pour qu'ils ne puissent pas toucher. Parce que nous avons dans le système, dans la classification, ils ont partagé le monde, comme l'autre a dit. L'Ivoirien. Il dit que il y a les pays développés et les pays de tiers-monde. Selon eux, les pays développés doivent être industrialisés. Et les autres doivent produire des matières premières sans les transformer. Nous devions consommateurs. Donc, maintenant, si on produit, et ils nous appellent, on nous appelle, on devient consommateur parce que l'économie a trois pistes. La piste de production, la piste de quoi? Consommation et la piste de distribution. Transformation rentre dans la production. Donc, quand on produit les biens et produit, ça rentre dans l'économie des banques tertiaires. Mais quand on ajoute la valeur, ça devient une économie encore secondaire. Donc, ils nous ont maintenus dans la première catégorie. Est-ce que c'est clair? Ok. Maintenant, quand vous voulez travailler, vous voulez développer, il vous faut ce qu'on appelle l'ajustement structurel. C'est ce que je voulais vous parler. Donc, l'ajustement structurel, c'est qu'ils vont vous donner le taux de ce que vous allez consommer et le taux de votre production. Et ils vont vous apporter l'argent. Et leur argent là, est suivi avec leurs experts qui vont vous donner les instructions avec lesquelles vous allez travailler. Si on ne révolutionne pas, pour chasser les gens là ici, est-ce qu'on peut, nos enfants ne vont pas vivre plus que nous? Donc, est-ce que vous n'êtes pas vraiment frustré? Vous n'êtes pas fâché? Vous n'êtes pas vraiment, vous n'êtes pas senti vraiment victime? Nous savons que c'est comme ça que ça se passe. C'est que même le traité Janssen, c'est pas le collègue a fait quelque chose. Ailleurs, c'est directement de là à les banques privées. Dans le compte. Donc maintenant, ce qui fait que les individus sont endettés, les sociétés sont endettées, les communautés sont endettées, les États sont endettés en faveur de quelques têtes des capitalistes. Maintenant, quand tu ne peux pas changer le soleil, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux te tailler une planche sous soleil. Si aujourd'hui nous on a le droit d'aller dans les banques pour prêter l'argent, mais nous, on peut entre nous prêter l'argent. Mais qu'est-ce qui nous empêche à le faire aussi? Est-ce que c'est l'égoïsme? Est-ce que c'est l'ignorance? Est-ce que c'est l'inconscience? Est-ce que nous allons nous poser ces questions et répondre à ces questions-là pour 10 minutes, 5 minutes. Et maintenant, on va aller dans le système islamique. Comment on peut aller par rapport aux travaux qui peuvent nous donner, faire l'économie, avoir l'argent sans passer par l'intérêt. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup, Président, pour la formation. Du coup,
je dirais que je suis venu tomber sur du miel, puisque je venais seulement pour faire une visite de fraternité, comme ça fait longtemps. Je t'ai appelé longtemps aussi. Oui, il y avait des occupations familiales. Ok, vraiment, merci pour le sujet. Je voudrais savoir une chose d'abord avant de tomber sur des critiques parlant de l'égoïsme entre nous, du fait que nous refusons à nous entraider. Ma question est de savoir l'intérêt qui est présumé être assimilé à l'usurpation. Je pense qu'il y a un mot que j'aimerais apprendre de vous, mais que j'ignore son nom. Le mot, c'est que lorsque quelqu'un va au marché avec un 10 000 francs, pour lui au retour, il doit faire un petit revenu. Ce petit revenu-là, comment est-ce qu'on l'appelle? C'est ce mot-là que je voulais. Il est allé au marché vendre l'argent ou bien il a fait l'activité. L'argent l'a permis à faire un service. Puisque la vente, tout ce que nous faisons dans le commerce, ça s'appelle service. Il n'y a pas vente de quelque chose, mais on rend toujours service. C'est un échange. Comme vous l'avez dit, que l'argent est un moyen d'échange. Tout ce que l'argent fait, ça suppose être échange. Mais ce que l'échange là que ça doit produire, ce qui est de revenus, comment nous appelons ça? Avant de répondre à cette question, je vais nous amener au principe de la finance islamique. Pour demander, poser une question quand vous avez fait là. Ce qu'il a donné là, ça compare. Ça, c'est conforme à quel principe? Nous avons cité 6 principes de la finance islamique. Je vais revenir, je vais vous reciter. Interdiction de riba, interdiction de darar, la spéculation, interdiction d'investir dans le haram, ok. Partage des pertes et des profits, adossement à des actifs tangibles et le prise en charge sociale. Donc, prendre son argent, aller au marché, faire un service, c'est conforme à quel principe? C'est conforme à... Merci beaucoup, ça c'est très bon. C'est conforme à l'adossement de l'actif tangible. Ok, maintenant, pour répondre, je vais encore donner une question. Je vais encore poser une question. Là où lui, il prend les 10 000 là, est-ce que ce sont l'argent ou bien il a pris ça dans une institution financière? C'est mon argent. Ok. Quand c'est ton argent, ce que tu es allé faire là, le service là, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Est-ce que tu es allé vendre la pièce de 10 000? Tu as fait un service, tu as acheté, tu as revendu. C'est à partir de l'achat et de la vente là que quoi est venu? C'est quoi qui est venu? C'est le bénéfice. Ok, maintenant, si quelqu'un vient chez l'autre et dit donne-moi 10 000, et il dit tu ramènes ça avec, tu ramènes 10 000 là, 500. Est-ce que c'est adossé à un actif? Est-ce que c'est le commerce? C'est quoi ça? C'est la vente d'argent. J'ai répondu à ta question. Les gens ont répondu, ce que tu as fait là, c'est le bénéfice. Mais ici, c'est la vente d'argent. Merci beaucoup, vraiment, vous avez répondu à ma question. Je veux revenir sur la question
c'est-à-dire qu'est-ce qui nous pousse à ne pas s'entraider? Je pense que ici, c'est l'égoïsme, selon moi. Pourquoi je l'ai dit? Puisque si on suppose que donner de l'argent, ça ne peut pas prétendre attendre un revenu en donnant de l'argent, sans avoir fait un acte commercial. Puisque nous avons des principes de commerce qui sont là, qui régissent lorsque vous faites l'échange d'une monnaie. C'est les règles qui doivent, n'est-ce pas, rentrer en contact quand on parle du commerce. Donc ici, je suppose que c'est l'égoïsme parce que le prêteur, ou bien celui qui va supposer donner, pour que l'autre puisse aller développer, il s'est dit que je vais lui prêter de l'argent, mais après tout, les 10 000 qu'il a pris chez moi, il peut se faire des millions, comme moi j'ai gagne dedans. C'est la première des choses. Celui qui vient aussi prendre de l'argent chez vous, peut-être que vous avez la bonne volonté de remettre. Celui qui vient prendre de l'argent chez vous, il s'est dit, bon, je m'en vais prendre de l'argent comme il est de bonne moralité, il n'est pas une personne trop compliquée, je vais aller jouer à ma communauté de commerce. Si ça marche, je gagne. Si ça perd, je viens, je lui dis que l'argent là, je suis rentré en faillite. Donc voilà, là où se pose le problème. Merci beaucoup. Merci. Par rapport à Voilà. Donc, pour moi, il y a vraiment une faute d'information et c'est ce que vous êtes en train actuellement de donner. Parce que nous n'allons pas dire que tout le monde est égoïste, mais seulement il y a c'est-à-dire cette manque d'information là qui fait que la désinformation qui fait que vraiment les gens ne s'engagent pas. Ouais. Tout de suite, vous nous avez posé une question. À base de ce que vous êtes en train de nous dire, est-ce que nous sommes prêts à s'engager? La totalité a dit oui, parce qu'on a c'est-à-dire reçu une information qui nous motive à ce que si effectivement on s'organise et qu'on aille, ça peut aller. Vous voyez. Donc moi je vois que c'est une désinformation, comme il est dit, qui nous manque et qui manque presque toute la population africaine. Sinon, avec ce que vous avez commencé là, si cette information devait s'étaler, vraiment je vois que nous allons pas, tout le monde veut se libérer. Si on va prendre l'exemple politique, vous voyez, de l'autre côté, quand on parle de l'AS et autres là, les leaders, qu'est-ce qu'ils font? Ils communiquent. Ils sensibilisent. Tout récemment, quand on a donné c'est-à-dire les revenus de notre groupe de la façon, qu'est-ce que leur président dit? Il dit qu'il veut 150 milliards pour l'année passée, qui est passé là. Comme les gens ils ont été bien sensibilisés, ils ont eu l'information, la vraie information. Au lieu de 150 milliards, ça a été jusqu'à 175 milliards. Et c'est avec ça maintenant qu'ils sont en train de développer leur pays. Vous allez voir que c'est l'information qui nous manque. Donc moi, c'est le développement de l'information. Oui, moi, au-delà de l'information, c'est notre système éducatif qui n'est pas favorable. Et lorsque nous allons à l'école, on ne nous dit pas que c'est un seul temps ensemble qu'on peut devenir quelque chose. Jamais. C'est des trucs de hygiène, on fait des problèmes. Le fait qu'il mérite pas la vie sociale, active. Ça, c'est un. De deux, les habitudes politiques, telles qu'on l'a fait, on a ignoré ce que nos grands-parents faisaient, et on a transformé les mentalités des gens. Les gens sont prêts à recevoir, jamais à contribuer. Les deux réunis, ça crée tout un problème. Sinon, actuellement, dans nous sommes, il y a plein qui s'entendent et ils prospèrent, vous ne savez pas. Ils s'entendent. Il y a des gens qui font une tontine de 100 000 francs, ils sont 10, chacun prend de 10 mois, 1 million. moi, je fais partie
Moi, je vais partir de ceux qui font la semaine qui vient, là, je vais prendre quelque chose. Je ne peux pas dire comment. Non, Parce que si je te dis qu'il va venir. non, je ne connais pas. Parce que, ouais, si vous le faites, vous le voyez, les gens de même salaire. Souvent, les gens ne voient pas le même salaire. Donc, souvent votre salaire, vous mettez à 100 000, 100 000. Et en 30 mois, tu as 30 millions. Sans intérêt, rien. Ok, c'est difficile à comprendre au niveau des gens. Et quand vous demandez ça, les gens ne comprennent pas. Mais il y en a qui commencent par s'entendre, qui font des prouesses, on se rend bien compte. Vous savez, je vais encore revenir à la question de M. Agberet. M. Agberet s'est attelé sur le côté social. Quelqu'un qui n'a pas que 10 000, quand il vient lui demander 10 000, est-ce qu'il n'a pas le droit de te dire que je n'en ai pas? Ça, ce n'est pas l'égoïsme là-bas, c'est le moyen. Parce que c'est avec ça qu'il travaille. Mais si tu lui demandais 500, 300, est-ce qu'entre nous on fait ça ou pas? Donc ça veut dire que nous ne sommes pas égoïstes. Hein? Nous sommes solidaires, mais on n'organise pas notre solidarité selon l'évolution du temps. Ça c'est un. Mais quand je parle de notre collaboration, je ne parle pas de notre collaboration dans le système de solidarité seulement, dans le système lucratif. Hein? Toi tu as 10 000, tu gardes les 10 000 pour un mois, alors que l'autre a un service dans lequel il peut ramener les 10 000 francs sur les 10 000, ou toi tu vas gagner 500 000, il gagne 500 et te rapporte en même temps son droit. C'est ça la finance islamique. Hein? Est-ce que nous, on ne peut pas faire ça? Ok. Tu voulais aussi parler? Je n'avais pas l'expérience là, mais maintenant ça. Inch'Allah. Ça va venir. Vous voyez, nous sommes d'accord qu'il n'y avait pas, comme madame a dit, il n'y avait pas l'expérience. Mais il y avait l'expérience, mais nous avons perdu nos valeurs d'entraide de solidarité, comme il disait. Parce que nous nous sommes pétés. Autant de, comment dit-on, Bouchara, quand on est venu du Ghana. Hein? Les gens n'avaient pas de. Mais dans une matinée, ils construisent la maison. Hein? On a vu les champs, on a vu les babas là, dans leur feu, hein? Ils vont manger l'igname dès l'année jusqu'à la fin de l'année, mais il n'y avait pas l'argent. Hein? Et les gens faisaient même la casse en collaboration. Ils vont ensemble, les jeunes vont, ils reviennent, les papas viennent, ils s'asseyent et ils partagent la viande entre eux. On ne dit pas que c'est l'enfant de celui-ci qui a tué. Hein? Et tout le monde mange la viande. Je peux même laisser mon foyer là, aller dans l'autre côté, aller manger là-bas. Les champs, d'entrer dans le... Donc tout ça là, c'est ça qu'on a perdu. Et quand on voit la finance islamique, c'est ça la base. Ok. Bakary voulait aussi parler. J'ai voulu donner deux aspects. J'ai déjà donné un, c'est-à-dire le fait qu'on ne se met pas en réseau. On ne se met pas en réseau. Bien. Le deuxième aspect, c'est quand j'ai fait 5 ans, c'est par exemple les Aladis qui sont là-bas. Les frères enseignants musulmans qui vont vers l'Aladi. Je ne vais pas aller dans la banque pour faire le prêt. Comme tu dis, des rivas. Mais je veux que tu vas me donner 1 million, 2 millions, tu vas acheter mon terrain, commencer à construire. Et ils ont commencé à accepter. Ils te donnent les 2 millions, à la fin de chaque mois, c'est toi-même qui amène de l'argent. 30 000 ou bien 20 000. Jusqu'à ce que tu ne finisses ce que Allah t'a donné. Mais à un moment donné, il y a la crise de confiance. Les gens n'ont plus rempli leurs promesses.
Ce qui a fait que ceux-là qui sont venus par après ont pris cette chance-là. Parce que là-bas aussi, il y a erreur. Il y a erreur parce que ce n'est pas organisé en institution. C'est les individus. Et tout le monde va, on n'étudie pas la capacité de quelqu'un. Et on les donne parce que tu veux faire du bien. Et ça amène une crise de confiance. Donc, pour la pratique, hein, chacun parmi vous doit être un chef d'agence. Je vais à la pratique du maintenant. Hein, sur les principes. Et chacun va mobiliser autour de lui au moins 30 personnes. On va utiliser notre système traditionnel de mobilisation. Il a parlé des tontines. Et maintenant, utiliser notre système islamique de partage des biens. Est-ce que c'est clair? Donc, si madame peut trouver 30 femmes, nous sommes ici combien? Donnez-moi les chiffres. 18, 19. C'est l'exemple que je donne. Et c'est 17, 18. 18. Ok. 18, c'est pas maintenant. Ok. On a 18. Nous sommes 18. Hein? Ok. 18. Hein? Fois 30. Ça fait 550. Hein? Et les 550 là, chacun à son niveau, a 30 personnes. Et les 30 personnes, ils commencent par l'attendre. Les tontines organisées en système familial. Ce qui veut dire que chaque famille vient dans un tontine, dans une tontine. Et nous allons être dans le système informel au début. La société qui vous forme avec Académie, qui est en Baba et Kajekfi, sont prêts à mettre de l'argent pour accompagner quoi? Le système à s'asseoir. Maintenant, on vous forme aussi la gestion des caisses familiales. Quand on dit familial, ce n'est pas seulement les membres de ta famille. Ceux qui sont dans la question de la famille. Et à chaque semaine, vous vous retrouvez, ou soit chacun amène à la caisse. Maintenant, la caisse va étudier les projets de chacun et il va prioriser leurs prises et leurs fonds. Les quoi? Et comment ils vont amener et comment ils vont prendre. Mais pour que les gens soient vraiment à la hauteur, avec l'étude qu'on va faire sur chaque individu, on peut proposer que cette personne-là, elle peut bénéficier de crédits encore plus supérieurs de sa capacité de la caisse. Si par exemple, dans chaque semaine, il met 1000 francs, ils sont 30. Donc ça veut dire dans chaque semaine, ils mobilisent combien? 30 000. 30 000 fois une année, ils avaient combien? 1 200 000. Fois 30, ça veut combien? 36 millions. Donc c'est le chiffre d'affaires de toutes les caisses. Ils sont 36 millions. Est-ce que c'est petit? Alors c'est 10 millions. Donc les 36 millions là peuvent vous garantir la caution d'apporter plus de 50 millions, 60 millions dans le système. Et maintenant, tout le monde est libre. Celui qui va prendre son crédit,
on ne met pas l'intérêt. Hein? Si lui va prendre seulement ce qu'il a apporté, c'est déjà bon. Parce qu'il y a ce que les gens ont apporté. Mais ceux qui veulent vraiment apporter quelque chose, on va leur apporter pour leurs transactions, les services financiers, les services commerciaux, ils vont aussi mettre dans la caisse cette partie-là. Et maintenant, s'ils en ont besoin, ils viennent et ils font ce qu'on appelle la monnaie. La caisse leur donne l'argent. Ils font la transaction. Ils reviennent avec quoi? Avec le capital et le bénéfice. Dans les cas où ils ont perdu. Et qu'on a étudié que la perte n'est pas leur quoi? Leur faute. La caisse partage les pertes avec eux. Hein? Et ils perdent leur quoi? Leur argent, et leur travail et la caisse perd. Donc ça veut dire qu'ils travaillent pour la caisse, pour l'ensemble, pour que ça flotte. Est-ce que ce n'est pas simple comme ça? C'est simple, hein? Mais moi je me demande qui va suivre ça. C'est groupe-là, on va mettre en place. C'est nous, une personne qui encadre ton nom. Il y a la société. Il y a la société, parce que la société qui nous forme, elle est là pour ça. Elle va, tous qui sont formés là seront les encadreurs. On va former chaque encadreur. Parce que chaque chef de la caisse va avoir 3 personnes. Un encadreur. Interne, un agent de terrain externe qui va venir de la société, et un comptable, et celui qui sera le responsable de celui. Donc c'est comme ça. Vous disiez? Maintenant, les caisses là, ça dit comment on va les faire, ça dit où est-ce qu'on va garder l'argent? Au début, nous n'allons pas sortir de nos réalités. Parce que notre objectif, c'est de voir, c'est d'amener les gens à comprendre le système et à se familiariser par l'action de gestion. Aujourd'hui, à Palibé, moi je suis allé les former. Ils ont plus de 20 000 dans leur caisse. 20 millions dans leur caisse. Moi, depuis que je les ai formés, je ne suis jamais allé. Moi, je les appelle, je dis, dites-moi ceci, dites-moi ceci. Mais aujourd'hui, ils ont l'air arrivés. Donc, pourquoi? Ils sont bien formés et ils ont compris. C'est tout. Donc maintenant, quand les gens s'engagent à le faire, on forme ceux qui vont se former, ceux qui vont suivre, et parmi eux, et on fait un système où personne ne peut toucher que. Et nous avons déjà un système de côté qui marche, des systèmes de 3 clés qui marchent, des systèmes de clés, clés ou bien des clés verrouillées qui est là. Tout ça là, c'est ça, c'est ce que nous-mêmes nous avons. Maintenant, on va amener la finance islamique pour mettre dans le système de partage et on va aller. Il faut encore poser. On ne veut plus aller vers parce que l'argent qu'ils vont gérer là, c'est que ah, l'argent là, non, on ne nous interdit pas de déposer à la banque. Pour le moment, nous n'avons pas encore. Mais ce que nous sommes en train de faire, nous avons déjà créé une microfinance islamique, mais qui ne dit pas son nom, et qui ne fait pas encore bien. Et nous avons créé une microfinance FADI, prochainement islamique, qui va faire ça. Donc avec le temps, les microfinances vont naître, mais le système là, que ce soit les banques, que ce soit, il faut que nous maintenons ce système. Parce que c'est le système qui va nous permettre de nous contrôler et de nous valoriser et de nous permettre d'apporter ce que nous pouvons apporter. Ok. Merci beaucoup, Alain. Merci à tous les participants.
Ce que je voulais revenir sur le point de bénéfice intérêt et d'usure. En réalité, le monde n'a pas connu d'intérêt. Le monde a connu seulement que deux choses, le bénéfice et l'usure. Donc c'est ce système capitaliste qui s'est efforcé, qui s'est donné de la force à pouvoir s'épauler ce nom intérêt. Pour ne pas dire que c'est de l'usure. Et c'est ce que vous venez d'expliquer. Donc ce que moi j'avais souhaité que tous les participants ici comprennent que le mot intérêt en réalité n'existe pas. C'est pour ça que j'avais posé premièrement la question avant de pouvoir intervenir. Oui. Dans la deuxième des choses que je voulais aussi mettre en accent, vraiment dans toutes choses, pour qu'un monde soit épanoui, il faut la sincérité. S'il n'y a pas la sincérité au sens, même avec ce système islamique, je suis sûr que ça ne va pas aller loin. Et en d'autres, si nous allons faire un rétrospective, on verra que c'est par rapport à notre manque, n'est-ce pas, de sincérité là, qui a fait que les loups nous ont eu, ils nous ont mangé jusqu'à ce temps que nous sommes. Sinon, par exemple, ce que vous êtes en train de dire, nous cotisons tous 5 000, on fait un dépôt de 5 000 dans un lieu sûr. Monsieur Sabari dit, bon, moi, je veux 10 millions dans la caisse. Il amène un projet pour lequel il veut utiliser les 10 millions. On sait que vraiment c'est un projet pertinent qui peut nous apporter tous un petit déjeuner. En réalité, c'est ça la finance islamique. Et on l'a accepté, on l'a octroyé les 10 millions. Mais, étant donné que la personne s'est dit, bon, je m'en fiche, il est parti faire les 10 millions comme il veut, jusqu'à l'association s'est disloquée. Vous voyez, est-ce que prochainement il y aura quelqu'un qui va avoir le courage de le faire? Donc, dans toutes choses, surtout en islam, nous les musulmans, il faut la sincérité. Si c'est A, disons c'est A. Si tu viens prêter l'argent pour aller soigner un malade, dis que je viens prêter l'argent pour aller soigner un malade. Là, on sait que tu n'auras rien à apporter comme bénéfice. Si c'est pour aller faire un champ, dis que je m'en vais faire un champ de 1 hectare. Et on sait qu'à la fin, si Dieu fait pas ça, tu vas nous apporter quelque chose. Et c'est ça, bien sûr, que nous allons évoluer tous. Parce qu'il y avait aussi Bon, ce que je viens de dire par rapport à ce que vient d'évoquer, c'est vrai, ce que tu n'es pas faux. Hein. Moi, ce que là où je veux mettre l'accent, c'est que dans le cas ici, là, on va tout dans la dernière vie te tourner le dos, tout ça super. Là, c'est bien que tu auras besoin, on va t'amener les gens qualifiés, et là, le faire. Si on te donne 10 millions pour que tu ailles faire ce que tu veux, tu peux passer au Nigeria, c'est bien. Et les 10 millions, je ne donne pas sur coup, tu vas le prendre comme ça. Je ferai un mesure comme financement, on te décaisse. Tu vas mesure que tu avances ton projet, on décaisse de l'argent pour tes récréations. Et c'est encadré. C'est que je vais, là où je vais vraiment être d'accord avec toi, c'est le tissu là, de confiance qui est mauvais. On dit que les personnes sont partagées, mais alors tant pis. S'il y a fait pour passer les bêtements, alors je me fous. Ouais. Donc le risque là aussi, des chaînes, non. Si je perds, je suis foutu. Donc il se met au maximum. Mais si je perds, il faut se partager les pertes. Ça va être un objet de découragement pour les gens qui n'ont pas de foi. Je suis d'accord avec vous sur là-dessus. Maintenant, notre système économique et politique lui-même n'est pas favorable. Les gens font IDH ici. Il y a beaucoup de microfinances où les responsables sont partis de l'argent. Dans un pays où il y a des gardes fous, l'argent va être remboursé par l'État. Oui, l'État doit être garant. Au cas où ça arrive, la personne devait seule passer au gars. Au nom de quoi il est venu tromper les gens, les personnes à réagir. Hein? Au nom de quoi? Il y a une institution, il y a la loi, il y a les gens qui sont pour la sécurité, et on vient tromper les gens, avancer 15, 50, 100 millions et partir comme ça. C'est grave. Donc notre système politique et sécurité doit aider les gens à prendre des risques. S'il y a des gars fous, les gens vont prendre des risques. Sinon les gens ont dit oh IDH, les gens sont venus me confiner, ils ont trompé, ils ont fait comme ça, ils ont raison. C'est vrai, et puis ils font 5 ans, ils reviennent, ils ont les regards de personnes. C'est vrai. Ok. Vous savez,
soit les locaux de la parole et des sensibilisations. Hein? Il y aura des intentions. Hein? Et quelle que soit l'efficacité de votre système, il y aura des risques. Mais dans notre système, nous avons, ce que nous sommes en train de faire là, c'est d'être préalable. Hein? Moi j'ai commencé la finance islamique depuis quand on a commencé à faire la Mohamed avec les tables dit, vous venez faire là. Mais jusqu'alors, je rentre pour les cours. Donc, on ne peut pas empêcher que ces gens-là puissent être dans la société. Et on ne peut pas aussi les connaître tous. Mais c'est les dispositions qu'il faut prendre. Il y a les dispositions pratiques, il y a les dispositions de gestion de risque, il y a l'étude qu'on va faire. Moi j'ai déjà fait les expériences. Regarde, quand on a voulu lancer les projets de constitution, Habitat pour tous, on a fait la réunion ici. Les gens ont fait des propositions, il y a même déjà des projets que les gens ont commencé à voir. Mais quand on a dit qu'il y a des risques là-bas d'abord, on est retourné à un autre projet que nous sommes en train de faire. Donc maintenant, dire que quelqu'un va venir prendre l'argent, il va dire que parce qu'on ne passe pas des prêts, il va aller faire quelque chose. Où est la responsabilité? Il y a l'engagement, non? Et si la personne vraiment est quelqu'un qui est dans le système économique, il ne peut pas le faire parce que demain il va vouloir le payer. Donc s'il revient, il n'aura pas accès. Donc c'est comme ça. Parce que dans le système islamique de financement, islamique de financement, les civières vivent plus que les fusils. Moi j'avais fait l'expérience et j'ai trouvé que moi j'ai ça comme dans les. Donc on a déjà accès aux C'était pour appuyer pour dire qu'à tout projet où il y a les 6 euros, c'est pas bon côté. Les 6 euros. Donc, ce qu'on a fait que minimiser le risque. Alors, on sort tous les risques et on analyse. On dit, ah, s'il y a ceci, qu'est-ce qu'on va faire? S'il y a ceci, qu'est-ce qu'on va faire? Jusqu'à minimiser ces risques-là. On ne peut pas aller jusqu'à 0. Si les banques on va aller faire. Donc, je pense que nous avons l'idée de ce que nous allons faire. On va créer un marché des finances islamiques où il y aura les acteurs financiers, les banques, les microfinances, les sociétés d'investissement, et on est ensemble, et les assurances. Mais on va commencer à notre niveau par ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire créer des fonds. Il y a les petits jubilés qui sont là, peut-être le dimanche et le samedi prochain. Moi, je vais aller faire la même chose à tout former sur des trucs. Donc, peut-être les petits jubilés vont le trouver chez les autres. Peut-être des petits. Ok, donc c'est comme ça, nous allons faire. Mes chers frères, je vais vous dire que problème avec les finances islamiques, moi j'ai eu des coachs. Le coach, c'est que les musulmans ne s'intéressent pas. Dans
nos formations, si on forme 100 personnes, à peine tu vas trouver 10 000. Hein? C'est dit de vendre aujourd'hui là, les couleurs de la finance islamique ne sont pas aujourd'hui. Parce que nous, on est déjà comme ça dedans. Hein? On est ceux qui nous rien. On est qui même que ceux qui nous derrière. Donc, je pense que c'est. Non, on a perdu notre culture. C'est ça. L'ignorance, elle est trop grande, quoi. Donc, il faut seulement chercher à amener les gens à comprendre et à mettre quelque chose. Si nous sommes prêts, aujourd'hui, nous avons vu, on a parlé des intérêts, mais demain, Inch'Allah, on va commencer après Maghreb. On va venir faire la Maghreb ici et on va faire les produits, quelques produits qu'on peut mettre dans le système. Et on commence. Ceux qui sont déjà prêts à gérer les caisses, ils viennent déclarer à la société et on voit comment les programmes. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Les comptables là, s'ils prennent leur ami là, je pense que ça va aller. Ciao. Donc si il y a les. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette séance. Il y a une question. Par rapport aux échanges qu'on fait entre deux monnaies. Entre Deux monnaies. Si CDC là. Par exemple. Oui. CDC. La petite somme qui s'ajoute sur cet échange-là. Parce qu'on peut prêter ça. c'est ça qu'on appelle SAF. Dans le SAF, si les monnaies sont les mêmes, entre CFA et CFA, ça veut dire que vous vendez la même chose. Mais si c'est entre CFA et une autre monnaie, vous pouvez vendre comme vous voulez. Ça ne pose pas de problème parce que ce n'est pas une même monnaie. Et les variables sont différentes. C'est comme vous avez maïs et maïs. Et maïs et huile. Entre maïs et huile, vous pouvez donner les quantités différentes. Mais si c'est entre maïs et maïs, ou bien entre mille et huile, on donne les mêmes quantités. Il y a une question. Ok. Et ceux qui font la monnaie, sur 10 000, tu lui donnes 100 francs, tu peux voler 10 000. Ça c'est haram. C'est riba même. Parce que les points sont obligés. Il a dit, regarde les points. Et quand tu prends 10 000 de points, il te donne la 200. Mais si, par exemple, ça c'est même. Mais donc ils disent que c'est le service qui t'a rendu. Ok. L'échange est légal. Oui, l'échange est légal. L'échange est légal. L'échange est une majoration. C'est légal? Oui, oui. C'est légal. Non, majoration. Il a trouvé moins. Ouais. Il est majoration. Par exemple, le dollar. Ce n'est pas la même chose. Il y a une valeur qui dépasse l'autre. C'est légal. En fait, d'ailleurs, Ce n'est pas une majoration. Mais cette valeur-là, quand tu vas à la banque, il y a une petite différence. À le marché, voilà. par exemple, à la banque, le dollar peut coûter 650. Là, moi, comme c'est à la ligne, je le vends à 700 francs. Mais ce n'est pas la même monnaie. C'est pas la même chose. C'est halal. Souvent, les gens font ça à la maison. Le maïs, là. Quand tu vas à combien? C'est comme à 800 quelque chose comme ça. D'ailleurs, même entre le CFA, c'est l'Afrique centrale et CFA.
C'est pas la même chose. Oui, quand tu prends 1000 francs de la bourse à ça, arrivé ici, là, tu dois augmenter 100 francs, donc 800 francs. C'est 900, ça donc 900. Alors que c'est le même. Ça n'a pas la même valeur. Mais c'était la même chose. Non, non, ça a changé. C'est pas ça. C'est ça. C'est pourquoi on dit qu'on n'a pas fait notre monnaie là. Les gens là, ils nous mettent. Il y a 100 francs de différence. Oui. Une femme qui va moitié. Donc, si tu as les 1000 francs, tu es obligé d'aller chez la différence. Mais, en fait, quand vous avez les gens, parce que ça, je ne dépense pas des fois. Voilà. Quand vous avez le 14, vous dépensez. Vous comprenez? Si vous avez 1000 francs, nous n'avons pas d'acheter quelque chose. Tu dois attendre que ça devienne important. Plus facile pour nous d'abord. Ça se passe. Ok. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Si quelqu'un a quelque chose à dire. Ok. Donc, maintenant, demain, on va continuer sur les produits et maintenant aussi voir ceux qui sont prêts à créer leur caisse. On les enregistre et après la séance de demain, on commence à travailler avec eux. Ils auront leur formation spéciale sur la tenue des caisses et des comptes. Il va être vous aider. Ok. Merci. Donc, on commence à avoir le nombre. On peut l'appeler des membres ici. Et on commence. C'est mieux quoi. On remercie Dieu vraiment qui nous a permis de suivre la formation. Nous sommes encore une fois satisfaits du formateur. On a beaucoup enseigné, on a beaucoup appris. Et on s'est dit que, comme j'ai l'habitude de le dire, on est allé pas à pas. Et lentement et sûrement. S'il plaît à Dieu, vraiment, on va y arriver. Alhamdulillah. Salut à la vie.